Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 19h. Voici les titres de ce jeudi 8 octobre. À 19h30, dans l'édition nationale, l'opération Main propre se poursuit dans le monde du football. Confronté aux soupçons de corruption, Michel Platini vient d'être suspendu par le comité d'éthique de la FIFA de toute fonction pendant 90 jours. Dans l'actualité régionale, ils se sont déplacés pour la voir de près, la limousine. La grande absence du sommet de l'élevage de Cournon pour cause de fièvre catarrhale. De potentiels acheteurs ont visité plusieurs exploitations. La vente Grand Cru a même été délocalisée de l'Auvergne au pôle de l'Anneau, où nous retrouverons en direct Franck Petit dans un instant. Des innovations pour protéger l'environnement. Les idées ne manquent pas chez nos professionnels de la région. Elles sont désormais mises à l'honneur grâce au premier salon EnviroPro qui se déroulait aujourd'hui à Fétia. Enfin, une belle histoire de famille franco-anglaise installée en Creuse. Les deux Kecker se transmettent leur savoir-faire. Cette famille fait prospérer depuis les années 70 une petite fabrique de poterie à Saint-Georges-la-Pouge. Il a donc fallu trouver des solutions. Les limousines n'ont pas pu aller à Cournon. Les éventuels acheteurs sont donc venus directement dans les exploitations limousines après un périple en navette spécialement affrété au départ de l'Auvergne. Franck Petit, Denise Delay. 2h30 de route pour venir de Cournon d'Auvergne et 3 heures de retard. Après s'être égaré sur les routes de campagne limousines. Ce groupe d'éleveurs hongrois a bien du courage. Leur périple les mène sur l'exploitation de Philippe Desoulières. Je devais amener 11 animaux au concours national cette année et présenter pour la première fois un prix d'ensemble. À cause de la fièvre catarrhale, le déplacement est annulé. L'éleveur présente donc son exploitation à ses quelques visiteurs très motivés. Il soigne l'image de la race limousine en sachant que ses ventes risquent d'être très réduites cette année. Ces agriculteurs venus de Hongrie sont très compréhensifs. Les fermes sont très intéressantes et nous visitons les fermes, nous posons des questions et il y a beaucoup d'informations qu'on peut utiliser. Là, cette année, c'était mon 11e national limousin consécutif. L'échange est intéressant, mais notre éleveur limousin est très en colère, car les précautions sanitaires qui lui sont imposées à cause de la fièvre catarrhale mettent son exploitation en danger. Quand on voit justement des clients comme ça qui sont demandeurs et qu'on a les produits pour eux, et qu'entre nous, il y a une barrière sanitaire un petit peu avec des contraintes un petit peu exagérées, évidemment, on ne peut pas faire autrement que d'être en colère. Ce soir, au pôle de l'Anneau, Philippe Desoulières ne mettra qu'une seule génisse aux enchères lors d'une vente de prestige qui, elle aussi, devait avoir lieu en Auvergne. Voilà, et justement, partons tout de suite rejoindre Franck Petit au pôle de l'Anneau pour cette vente Grand Cru. Bonsoir Franck. Alors, est-ce que les acheteurs se sont déplacés ? Oui, alors cette vente vient tout juste de se terminer. Elle est organisée en moins d'une semaine en raison de la fièvre catarrhale. On a pensé dans un premier temps l'annuler, mais ça aurait été mettre à la trappe le travail de toute une année de la part des éleveurs qui ont présenté des animaux ici. Alors ça n'était pas question, pour prendre une analogie, c'est un petit peu comme si on avait renoncé à la vente de très grands crus bordelais, donc en matière viticole. Alors on ne regrette rien, on a bien fait d'organiser cette vente, puisque vous le voyez sur les images, le ring était plein. 20 nationalités d'acheteurs étaient donc représentées, des clients qui sont venus, même pour certains, directement au pôle de l'Anneau, sans même passer par le sommet de Cournon d'Auvergne. Ils étaient nombreux donc à ne pas connaître le siège de la race limousine. C'est désormais fait, ce qui est plutôt pas mal. Les enchères sont montées très haut, jusqu'à 15 000 € pour un taureau. En tout, 19 animaux ont été présentés. 7 d'entre eux n'ont pas pu donc être présents ici en raison de la fièvre catarrhale. Ils ont donc été présentés en vidéo et donc certains acheteurs ont même ont pensé que donc les prix risqueraient de s'en ressentir, ce qui n'a pas été du tout le cas. On écoute un éleveur limousin. On avait peur et en fait, ça sera peut-être une première et peut-être que dans les ventes futures, outre la présence des animaux, peut-être qu'on mettra en ligne des vidéos, oui, effectivement. Ça fait vraiment quelque chose de plus, une valeur ajoutée ? Mais en fait, on s'aperçoit que la vidéo est regardée dans le monde entier et que, en plus de l'animal présent, ça sera peut-être un plus pour justement faire mettre en valeur cette génétique française qui est récompensée aujourd'hui.
Voilà enfin une bonne nouvelle pour les éleveurs. C'était aujourd'hui une sorte de jour de rentrée sociale, une journée d'action pour la défense de l'emploi et des hausses de salaire à l'appel de la CGT, FSU Solidaire et l'UNEF. Avec des rassemblements un peu partout en Limousin, environ 200 manifestants se sont réunis devant la préfecture de la Haute-Vienne. Dans l'actualité également, la conférence de presse du préfet de la Corrèze concernant la crise des migrants. Actuellement, Bertrand Gaume structure les initiatives locales afin de veiller à la mise en réseau de l'ensemble des acteurs et d'assurer la fluidité des dispositifs. Écoutez, le préfet de la Corrèze préciser les modalités d'accueil des réfugiés. Nous avons pu déterminer qu'à ce stade, dans 18 communes du département, 26 logements seront mobilisés pour pouvoir loger entre 80 à 95 personnes. Je dis 80 à 95, c'est une fourchette, puisque nous ne savons pas à l'heure actuelle ni le nombre exact, ni la composition des familles, ni même quand ces personnes réfugiées pourront arriver dans le département. Au chapitre justice, il a été condamné à 1 000 € d'amende avec sursis. Ce Creusois de 35 ans qui avait symboliquement cadenassé la gendarmerie des Moutiers en novembre 2014 suite au décès de Rémi Fraisse, ce militant écologiste décédé lors de heurts avec des forces de l'ordre sur le site du barrage de Sivins dans le Tarn. Lors de son procès à Guéret le 3 septembre dernier, près de 200 personnes lui avaient apporté leur soutien en venant manifester devant le tribunal creusois. Comment sensibiliser les acteurs de l'économie à l'écologie ? C'est le défi que s'est lancé EnviroPro, le premier salon regroupant les professionnels de l'environnement du Limousin qui se déroulait aujourd'hui à Fétia. Objectif, empêcher déchets et autres pollutions d'envahir notre quotidien. Marion Banchet, Anthony Borloo. Laetitia Correa est responsable qualité dans une papeterie. Si elle s'est déplacée sur le salon EnviroPro, c'est parce qu'elle cherche à améliorer la qualité de l'air de ses ateliers et elle est bien décidée à trouver une solution respectueuse de l'environnement. Et du coup, on a un problème de poussière et on voulait voir si vous avez déjà vu la problématique et quoi faire. Si Laetitia ne s'attend pas à trouver la solution aujourd'hui, elle compte tout de même repartir avec de précieux contacts. On n'a pas énormément de salons sur la région. Bon, celui-là, c'est la première fois, c'est bien. Après, par contre, on peut trouver des contacts, on peut trouver d'autres solutions. Si les entreprises qui sont là n'ont pas la solution qui nous concerne, nous, ils peuvent connaître d'autres entreprises qui, elles, auront des choses plus détaillées ou plus adaptées à notre entreprise. Au total, 37 exposants sont présents aujourd'hui. Leur point commun, proposer des solutions écologiques et intelligentes à destination des entreprises pour recycler les déchets plastiques, filtrer les eaux usées ou encore réduire les bruits en open space grâce à ce dispositif de masquage sonore. Ça va diffuser un signal doux, neutre, et ça va recloisonner un petit peu de manière acoustique votre environnement de travail pour tout simplement amortir les bruits de vos collègues. Derrière l'organisation de ce salon, le pôle environnement limousin financé par la région. On a senti, oui, qu'il y avait une vraie demande, que c'était le bon moment et qu'il y avait de la part des collectivités et des industriels, puisque ce sont les cibles de cet événement, qu'il y avait une véritable attente. Donc on est très content, on est à la mi-journée et on a une bonne fréquentation. Bilan positif donc pour cette première édition. La prochaine devrait se tenir au plus tard en octobre 2017. On le sait, le recyclage et la revalorisation des déchets ont donc le vent en poupe. L'association Next Textile inaugurait aujourd'hui son centre de tri de textiles en fin de vie à Limoges. Ces vêtements peuvent suivre un recyclage efficace, voire généreux. Il y a des bornes de collecte de vêtements installées sur les parkings de grande surface ou au seuil des associations caritatives qui peuvent librement se servir. Alors toujours à propos d'environnement, savez-vous à quoi va servir la COP21 ? C'est la question d'actualité du jour. Nous attendons vos réponses. Il touche entre 10 et 15% de la population, les acouphènes, des bruits parasites qu'on entend alors qu'ils n'existent pas, mais qui sont parfois insupportables. On parle alors d'un véritable handicap. À Limoges, une association se met à l'écoute des patients pour les aider à vivre avec. François Clapeau, Pascal Coussy. C'est un son parasite qui ne s'arrête jamais et qui n'existe que pour celui qui l'entend. Il est inaudible pour l'entourage. Ce bruit est permanent pour plus de 10% de la population. À Limoges, une antenne de l'association France Acouphènes a vu le jour cette année. Fond sonore gênant, douleurs physiques provoquées par certains bruits. Ceux qui viennent en parler ont des expériences très diverses.
Ça se manifeste par un ronflement très très important dans l'oreille gauche. C'est en permanence. L'eau qui coule, toujours, et bien des fois c'est tellement fort, je suis obligée de me lever pour voir si c'est pas mon robinet qui coule. Je n'aime pas le bruit et je n'aime pas le silence. Voilà, donc pour vivre avec, c'est un peu compliqué. Compliqué et pas sans conséquences. Les acouphènes s'accompagnent souvent d'une souffrance psychologique. Le représentant régional de l'association s'en rend compte à travers les permanences téléphoniques qu'il tient chez lui. Les acouphènes, on les vit difficilement, donc les liens sociaux sont plus difficiles. Et quant à l'hyperacousie, ce seuil de douleur abaissé par rapport au bruit entendu, l'hyperacousie amène à un retrait social puisque les gens ne supportent plus les bruits. Les acouphènes apparaissent souvent après un traumatisme sonore, mais aussi après une maladie ou un choc émotionnel. On ne connaît pas exactement le mécanisme, probablement une réaction du cerveau face à une audition défaillante. Il n'existe pas de médicaments, alors les médecins doivent aider les patients à vivre avec. On va essayer, avec un appareil auditif, de mettre en place un bruit qui va essayer de masquer l'acouphène. Après, il y a d'autres thérapies qui sont en train d'émerger, ce sont ce qu'on appelle les thérapies cognitivo-comportementales, donc plus l'abord psychologique de l'acouphène. Pour éviter cela, il y a la prévention. Le groupe 7 Weeks n'est pas particulièrement silencieux, mais il est responsable et il participe à des spectacles pédagogiques avec la Fédération culturelle Hiero. On apprend qu'en baissant le son un peu, on réduit les risques beaucoup. On comprend aussi que de nos jours, films, publicités et musique sont conçus pour être écoutés à fond. On s'est habitué à cette écoute-là, qui fait que l'oreille ne se repose plus. En passant du chant au couplet, en passant au refrain, il n'y a plus ces dynamiques-là. Tout est gonflé à bloc et donc nos oreilles ne se reposent plus. Et ça, c'est un problème ? Je ne sais pas si c'est un problème, c'est surtout un fait de société. On verra ça dans 100 ans, si tout le monde est sourd, oui, c'était un problème. Pour ceux qui n'entendent que de vrais sons, il est encore temps de se prémunir. Pour les autres, il faut attendre les avancées des neurosciences. Elles progressent pour mieux comprendre ce handicap. Et justement, la fête de la science est jusqu'à dimanche pour favoriser le partage des connaissances entre le grand public et la communauté scientifique. À Limoges, le village des sciences va accueillir près de 800 élèves. Marie Aubazac, Andrea Ballot. Produire de la lumière grâce aux ondes radio, c'est possible. Thomas vient tout juste de le découvrir. T'as vu ? Éloigne-toi un peu. La lumière disparaît. Tu te rapproches. Ça marche. Alors qu'est-ce que tu en conclus ? Que la radio c'est magique ? Oui, la radio c'est magique, c'est vrai. Magique, sûrement pas, mais au fil de leur parcours, ces élèves vont pouvoir jouer les apprentis alchimistes. Le pH est un paramètre qui se situe entre 0 et 14 et qui va permettre de caractériser le caractère acide ou basique d'une solution. Les jeunes chercheurs réalisent eux-mêmes l'expérience. L'essentiel est acquis. Théo a presque tout compris. Le pH du citron, c'est acide, mais c'est à peu près 2,48 pH. Le pH, c'est plutôt pour savoir si c'est acide ou basique, si j'ai bien compris, je pense. Paris gagné pour cette animatrice. Nous, ce qu'on cherche par l'intermédiaire de ces ateliers, c'est de montrer aux enfants que les sciences, ça peut être quelque chose à la portée de tout le monde. C'est des petites manips vraiment très adaptées au fonctionnement de la maison. Se servir des éléments de la vie quotidienne pour sensibiliser le jeune public, c'est la solution trouvée par ces chercheurs. Le circuit imprimé, en fait, vous allez le retrouver par exemple dans un ordinateur, mais les toutes petites pièces qui sont effectivement les plus petites et qui sont un petit peu grises, ce sont des condensateurs céramiques. À l'heure où les études scientifiques ont moins la cote, ces ateliers ludiques seront peut-être l'occasion de susciter des vocations. Il y a une désaffection des sciences, comment on peut amener les jeunes vers les sciences ? Donc c'est en passant par la manipulation, par des expériences, des choses un peu ludiques, qui peuvent peut-être pousser les jeunes vers les métiers scientifiques. L'exposition est ouverte à tous, alors pour tenter l'expérience, vous pouvez vous rendre dans l'un des 3 villages des sciences installés dans la région. On passe au sport rugby. La Coupe du Monde a imposé une trêve au championnat de top 14. En attendant la reprise face à Toulon, l'équipe de Brive se prépare à une rencontre amicale contre une formation de Pro D2 Colomiers. Thierry Giraud, Kevin Berg.
La dernière rencontre de Top 14 a eu lieu le 13 septembre avec au bout du compte une victoire à domicile de Brive face à Agen. Depuis, la Coupe du Monde de rugby a imposé sa loi, une trêve du Top 14 après seulement 4 journées de championnat. Sevrés de rugby, les joueurs du CAB vont pouvoir rechausser les crampons. Au programme, un match amical contre Colomiers, un pensionnaire de Pro D2. L'occasion de se remettre à l'ouvrage et de se préparer pour la reprise, une confrontation amicale qui n'est pas sans enjeu. Il y a la pression qu'on doit faire un bon match pour préparer justement les échéances qui à venir. Bon, bien sûr, il y a Toulon et puis il y a 16 matchs qui enchaîneront derrière. Mais quand on est compétiteur, on ne joue pas pour perdre, même pour les matchs amicaux. Donc voilà, on va essayer d'abord de faire déjà un bon match et mettre les choses en place. Après, Colomiers peut être meilleur que nous. Donc oui, mais voilà, c'est vrai que de perdre à domicile le match amical, c'est un peu embêtant avant de reprendre le top 14. Avec une défaite bonifiée et 2 victoires, le CAB pointe à la 8e place du classement. Un assez bon début de saison dont la dynamique pourrait s'enrayer avec cet arrêt forcé. Mais l'encadrement se veut optimiste. Cette rencontre contre Colomiers va permettre de faire tourner les effectifs. Ça va nous permettre de travailler avec des joueurs différents pour pouvoir régler les choses. Malgré tout, c'est une règle sur la durée, la cohésion entre les joueurs. Et bon, c'est pas des choses qui s'acquièrent en 2 secondes. Voilà, aujourd'hui, on va jouer peut-être avec 3-4 joueurs qui n'ont jamais joué ensemble. Donc bon, on va essayer d'aller vite parce que c'est très important. Néanmoins, voilà, il y a des fois, ça prend un peu plus de temps que prévu. Brive-Colomiers, c'est demain à 19h30. Gratuit pour les abonnés, 10 € pour les plus de 18 ans. Quant à l'ogre toulonnais, il foulera la terre bréviste samedi 17 octobre à 14h45. Partons à présent à la découverte d'un savoir-faire artisanal transmis de génération en génération. Voici l'histoire d'une famille franco-anglaise, les 2 Quéquers installés en Creuse. Elle fait prospérer une petite fabrique de poterie. Nicolas Chigot, Rodolphe Augy. Dans la famille de Quéquer, voici Jean-Pierre le père, Michel la mère, Gwendy la fille et Sève le fils, tous potiers. Dans les années 1970, ils ont investi ce hameau de Creuse et l'ont petit à petit transformé en manufacture familiale. Ici, pas question de pièces artistiques vendues plusieurs milliers d'euros. L'idée, c'est plutôt de produire beaucoup, pas cher, vite et bien. On essaie d'être plutôt terre à terre, d'avoir une large clientèle, pas seulement l'élite. Donc si on peut vendre des choses à toute la population, on a plus de plaisir, plus de clients et ça fait plus de gens heureux. Les gestes sont rodés et quasi parfaits à force d'être répétés. Les pièces sont simples mais rehaussées par de belles couleurs. La technique a été patiemment élaborée au fil des années, une manière de faire naturellement influencée par l'environnement. L'objet qu'on allait être amené à faire allait être défini par un ensemble de clientèles très diverses, très locales. Donc on n'allait pas faire juste une couleur ou juste un symbole. On n'allait pas juste symboliser le naturel. Le Creusois a le naturel gratuit. Donc on allait devoir traiter toutes sortes de couleurs, toutes sortes d'aspects fonctionnels. Cette argile, qui sert plutôt à fabriquer habituellement briques et tuiles, est ici chauffée à 1000-1200 degrés, proche du point de fusion pour obtenir des pièces vitrifiées particulièrement solides. Voilà, habituellement, la céramique, les cuissons se font autour de 400 degrés sous le point de fusion. Nous, notre but, c'est d'aller le plus haut possible proche du point de fusion, de façon à ce qu'il y ait une densité maximale et une solidité optimale. Plusieurs milliers de pièces sortent chaque année de cette chaîne de production familiale. Elles permettent d'équiper les familles localement à petit prix, en circuit court, le tout garanti, sans produits chimiques. Voilà, c'est la fin de cette première partie. En Corrèze, votre local évoquera la nouvelle entente entre les pomiculteurs et leurs voisins les plus proches. Dans le journal continu, gros plan sur les compagnons du Tour de France. Mais avant cela, votre flash météo, restez avec nous sur France 3 Limousin.